Bonjour à toutes et à tous et merci d'assister à ce webinaire co-organisé par des entreprises toutes trois dédiées à apporter des solutions aux restaurateurs par le biais du digital. Je parle donc de Devor, l'application de business intelligence qui analyse les data des restaurateurs, Combo, le logiciel RH qui simplifie la gestion au quotidien des équipes terrain et du planning à la paix, Zelti, la caisse experte du multisite et la plus intégrée du marché. Il faut vivre dans une grotte pour ne pas le remarquer. La course à la digitalisation est enclenchée dans tous les secteurs depuis plusieurs années et elle n'épargne pas la restauration. Ces 10 dernières années, les tendances marché ont contribué à l'évolution radicale du métier de restaurateur et les entreprises digitales dédiées à leur apporter des solutions ne cessent de se développer. Donc, que ce soit la pénurie de main-d'œuvre, la nécessité de faire ses marges ou encore l'obligation de s'adapter aux habitudes changeantes des consommateurs, tous ces aléas ont poussé les restaurateurs à se tourner vers le digital. Et donc, une dualité s'installe entre la nécessité de conserver une expérience humaine de contact, la restauration étant un lieu de partage et le besoin toujours plus important pour le restaurateur de trouver des solutions d'automatisation, voire même de l'IA, donc l'intelligence artificielle, pour aller plus vite. C'est donc avec des stars du secteur que nous allons débattre de ce sujet, donc vers une disparition de l'humain dans la restauration. Nous sommes donc accompagnés de Jérémy Cerceau, fondateur de Foodmood Consulting, François Véricel, directeur des systèmes d'information de Pizza Cozy, et François Auger, general manager de BioBurger. Merci pour votre présence. Voilà, nous allons parler de l'humain et du digital en restauration. Peut-être, Jérémy, tu as eu de nombreuses expériences dans la restauration, que ce soit chez Ducasse, Häagen-Dazs, donc tu as vu évoluer le secteur. Est-ce que tu peux nous parler de ces évolutions? Comment tu as vu les changements? Comment tu les as appréhendés sur cette partie justement digitale? Alors, oui, effectivement, alors de par mon expérience, et j'ai eu l'occasion effectivement de faire un peu le grand écart. Quand je dis grand écart, c'est aussi bien sur le marché national que sur le marché européen. Et je pense à Häagen-Dazs, mes expériences quand j'étais patron de chez Häagen-Dazs. La particularité, c'est qu'effectivement, tout comme dans le cadre de mes activités chez Foodmood, je dois moi aussi me mettre au rythme de l'évolution de toutes ces choses, parce que j'en découvre aussi tous les jours et c'est l'intérêt de mon métier d'être au cœur et aux côtés des dirigeants et des fondateurs de réseau, c'est que tout va vite, tout évolue vite. Et quand je dis tout évolue vite, c'est que ça évolue aussi en fonction des sensibilités des uns et des autres. Je m'explique dans les sensibilités des uns et des autres. C'est que notre métier, il change, et ça, on le constate tous. Il évolue, donc il faut être agile, il faut se mettre à la page, et il faut se mettre aussi à une évidence, en tout cas qui est celle que je constate et celle que je soutiens, c'est qu'il y a une vraie tendance et les générations, il faut suivre les nouvelles générations de consommateurs. Aujourd'hui, moi j'ai 44 ans, parfois j'ai vraiment l'impression d'être déconnecté à ce qui se passe et heureusement que je suis au contact de tous ces jeunes et de cette jeune génération qui me permet de suivre et les tendances et les évolutions dans notre marché et ça évolue tous les jours. On pourra donner plein d'exemples tout à l'heure. Moi, c'est un débat qui va être, je pense, assez passionnant. Et j'insiste à ceux qui sont les 40 personnes qui sont en live avec nous de ne pas hésiter à interagir parce qu'on va avoir des positions peut-être assez fermes, assez radicales, mais en tout cas, c'est le but de cette opération, c'est qu'il y ait beaucoup d'interactions entre nous. Donc ça évolue vite, il faut qu'on aille vite, il faut de l'agilité, on va en parler tout à l'heure. Super, merci Jérémy. Et François Auger, de ton côté, donc ça fait quelques années que tu es chez BioBurger. Quels ont été vos challenges face à ces évolutions? Est-ce que tu as senti que ton métier avait évolué pour justement faire face aux évolutions des consommateurs? Ouais, en fait, j'ai envie de dire, depuis la création de BioBurger, nous, on a commencé un petit peu à développer notre enseigne et se développer autour de plein d'outils digitaux et commencer à intégrer progressivement. Du coup, une caisse, c'est la base, mais petit à petit, on a vu arriver du coup des logiciels pour nous aider à gérer les plannings, puis la gestion de stock, etc. Auparavant, au début de BioBurger, on faisait plutôt ça sur des Excel, etc. Et c'est vrai que l'arrivée un peu de tous ces logiciels nous ont permis vraiment de gagner du temps, se concentrer aussi sur notre vrai métier qui est la restauration et pas passer du temps sur des choses qui ont une faible valeur ajoutée. Vous savez, quand on est restaurateur, on est toujours pris par le client qui arrive, des livraisons, la gestion du personnel, le suivi des machines, etc. Et en fait, tout cet écosystème digital,
il nous permet en fait de bien gérer notre entreprise, notre restaurant. C'est vraiment un vrai gain de temps. Ça aide à apporter beaucoup de rigueur aussi aux équipes sur le terrain. Donc voilà, clairement, nous, c'est vrai que c'est quelque chose d'indispensable et qui est un peu au cœur aujourd'hui de notre métier. On pense vraiment les choses avec le digital. Ce qui est vraiment génial aussi, c'est en fait tous ces petits logiciels, ils se parlent entre eux, ils sont connectés, etc. Donc on peut facilement récupérer des datas des uns et des autres. Et ça aussi, c'est la vraie valeur. On n'a pas à retaper le chiffre d'affaires dans notre logiciel, par exemple, de RH pour calculer certaines choses, etc. Donc, c'est ça aussi la valeur des choses, l'intérêt aussi que ça a, tout cet écosystème. C'est un écosystème qui se parle et ça, c'est vraiment génial. Un autre exemple aussi, bon, ça paraît basique, mais c'est quand un client aujourd'hui commande sur Uber Eats un plat, en fait, aujourd'hui, il n'y a aucune intervention humaine. Le client passe sa commande et en fait, c'est injecté tout de suite dans nos cuisines au final, sans étape au milieu, alors que au début, il fallait retaper les commandes, il pouvait y avoir des erreurs de commandes, etc. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là qui facilitent la vie au quotidien et in fine aussi qui permet, je pense, voilà, un meilleur service pour nos clients. Ouais, donc ce que j'entends, c'est que il y a à la fois de l'humain et du digital chez BioBurger. Les deux sont mêlés. De ton côté, François Véricel, comment vous avez géré dernièrement chez Pizza Cosy, vous avez quand même enclenché une très grosse transition digitale. Comment vous percevez les choses, pourquoi vous l'avez engagé et comment vous avez fait ça justement? Alors effectivement, ces derniers temps, on est vraiment sur une accélération importante. Et l'idée, c'est vraiment, nous, on voit ça comme on voit vraiment ça comme un Rubik's Cube qu'il faut résoudre. C'est-à-dire, il faut vraiment trouver le bon mécanisme entre digitalisation, mais le but n'est pas de digitaliser pour digitaliser ou de faire un petit peu être dans l'air du temps. Tout ça, c'est vraiment, faut pas perdre l'objectif de vue qui est de booster l'activité, de sécuriser l'activité, d'aider l'activité. On est vraiment un service support, on est là vraiment pour aider. On est vraiment dans un environnement qui est complexe puisque je pense que vous le savez tous là autour de la table, des sociétés de la food tech se montent quasiment tous les jours. C'est compliqué de déterminer qui sera pérenne, qui a la bonne solution, qui a la bonne intégration dans l'écosystème. Ça, c'est le premier point. Donc là, c'est vraiment mon cœur de métier d'arriver à détricoter tout ça pour trouver la vraie bonne solution qui n'est pas que marketing, mais qui a un vrai impact business. Et on travaille fortement sur ça pour aider nos franchisés et nos succursales. Ça, c'est vraiment le premier point. Et puis, toujours garder en tête que malgré tous les outils qu'on peut mettre, même si on a des aides à la décision, le bon commerçant sera toujours meilleur que n'importe quel IA. En tout cas, j'ai envie de dire ça dans un premier temps. Je pense que c'est ce qui va être une partie du débat, hein, même si vous comprenez de par mon métier, moi je suis pro-technologie. Mais faut que tout ça ait un sens. Il faut vraiment que tout ça ait un sens. Et ce virage, on le prend fort. Et puis, il y a aussi une part qui est importante. Comment bien prendre ce virage? Il y a toute une partie économique qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que qu'empiler, OK, nous, on fait ça en sous-marin, c'est-à-dire qu'on donne des solutions, on interconnecte beaucoup de solutions pour qu'à la fin, le résultat soit facile, accessible et profitable. Mais attention, tout ça a un coût. Et il faut vraiment réfléchir en termes de pile les priorités. La partie ROI, hein, je sais que c'est un petit peu un terme à l'ancienne, mais il faut réfléchir. Peut-être que des fois, oui, il faut investir beaucoup, mais systématiquement pour qu'il y ait un retour. Et c'est pour ça que même si on avance fort, on réfléchit à la prise de risque pour que ce soit vraiment le plus pertinent et efficient
Ouais. dans tout ça. C'est une bonne connexion si tu me laisses 2 minutes, Sybille. Si tu veux, Oui, vas-y. ce que j'observe et François de chez Pizza Cosy met le doigt sur un sujet qui est très juste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bon nombre des restaurateurs, attention à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on est en train de se rendre compte que très souvent, on a le système du millefeuille. Ça veut dire on ajoute, je cherche le mot, mais il ne vient pas. Magazine. On emmagasine. L'empilement des sas. Ouais, l'empilement de tout ça. Ça veut dire que des fois, ça rassure les restaurateurs de se dire c'est bon, je suis bien baqué, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout ce qui existe sur le marché et j'ai ce qu'il y a de mieux. Très souvent, il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, on fait quand même un métier qui est un métier du commerce, un métier de service. Et on a quand même un métier de bon sens. Quand je dis de bon sens, c'est qu'il faut ramener au terme de l'hospitalité. Vous savez tout ce que ça veut dire. C'est l'accueil, c'est le traitement, c'est la coordination, c'est l'anticipation. Certes, l'IA, et on parle de l'humain peut remplacer, pourquoi pas, l'homme, enfin la techno peut remplacer l'homme dans la restauration. Moi, je dis oui, mais pas n'importe quelle condition et pas n'importe comment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a ce que j'appellerais la partie cachée de l'iceberg et la partie visible de l'iceberg. Visible, c'est l'expérience client. Aujourd'hui, moi, ça me fait réagir quand je vois ce qui se passe dans le monde entier et François parlera de son ami Elon Musk, mais typiquement, des choses qui se passent sur lesquelles aujourd'hui ça paraît juste hallucinant, voire même effrayant dans notre métier. Moi, je serais peut-être probablement, et on ne sera peut-être pas probablement là pour le voir dans quelques dizaines d'années, être servi dans des pizzas cosy par des robots. Moi, j'y crois pas maintenant. Par contre, je crois profondément à la tech au service du bon sens de restaurateur pour l'aider à faire vraiment son rôle de commerçant, d'accueillir, de faire vivre une expérience mémorable à nos clients. En tout cas, c'est pour ça que moi, je me bats tous les jours et c'est comme ça qu'on accompagne chez Food Mood nos clients dans l'expérience client parce que c'est primordial. Et justement, là pour… Je me permets simplement de t'aborder le sujet de l'international, Jérémy. Je trouve ça assez intéressant parce que je pense qu'il y a aussi un aspect peut-être culturel qui est propre à la France. Peut-être que François Auger ou François Véricel, vous avez des éléments à apporter. On voit quand même beaucoup de concepts qui sont full digitalisés. Est-ce que vous avez eu l'expérience de ce genre de cas? Et est-ce que vous pensez que ce modèle est duplicable en France, par exemple? Nous, en tout cas, chez BioBurger, sur le côté digitalisation, et pour reprendre un peu ce que disait Jérémy sur le côté expérience, nous, c'est quelque chose qu'on a essayé de travailler chez nous, notamment par la mise en place de bornes de commande. Ça a été justement un peu une sorte de disparition de l'humain, puisqu'auparavant, quand un client venait chez BioBurger, il avait affaire à une personne qui lui prenait sa commande. Il y a du coup 1 an et demi, on a remplacé ça par des écrans. Ça a pu en choquer certains, mais nous, notre position, c'est d'avoir fait ça pour proposer une expérience différente et au final plus riche que ce que le client pouvait vivre auparavant. Je vous donne un exemple comme ça, mais avant, un client qui venait chez BioBurger, il vient généralement la plupart du temps en rush, entre midi et 2, tout le monde vient au même moment. Et en fait, l'équipier, qu'est-ce qu'il fait? Il veut quand même prendre en charge rapidement la commande du client. Au final, il ne fait que taper la commande et puis ça peut être presque un peu robotique au final. Nous, du coup, le constat, c'était de se dire, on va quand même un peu déporter cet accueil qu'on n'arrive finalement pas et qu'on aurait du mal à humaniser rapidement en rush par une borne de commande. La borne, au final, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va proposer beaucoup plus de choix au client. Elle va lui proposer des desserts, elle va lui proposer des accompagnements. Elle va proposer, du coup, elle va mieux mettre en avant notre carte. Donc, au final, ça, c'est quand même aussi plutôt quelque chose d'intéressant pour le client. On a un programme de fidélité digitale aussi qui permet de donner des vraies récompenses à nos clients, de les faire revenir, de les suivre, etc. Et ça, la borne, en fait, systématiquement, 100% du temps, elle va proposer au client est-ce que tu veux t'inscrire au programme de fidélité, ce qui serait peut-être un peu moins le cas ou peut-être un peu moins naturel quand un équipier prend la commande. Par contre, nous, malgré tout, je pense que l'humain et la restauration, ça fonctionne et c'est important quand même de le conserver. Et donc, via la mise en place de ces bornes de commande, au final, nous, on a déporté un petit peu l'expérience humaine, on l'a reporté sur le service à table. C'est-à-dire que le client, pour le coup, il commande sur la borne de commande, il va s'asseoir tranquillement sur place, à sa place,
Et en fait, c'est l'équipier qui va lui apporter la commande. Et là, on a beaucoup plus de temps d'ailleurs, et c'est beaucoup plus agréable pour le client de lui souhaiter un bon appétit, de l'orienter. On a à partir du quand l'équipier fait ça, c'est vraiment un moment plus. Il y a un vrai échange qui peut s'engager avec le client, qui est peut-être un peu plus naturel. Et voilà, donc pour commencer un peu à apporter des éléments de réponse là-dessus, je pense que voilà, la disparition, l'humain ne va pas disparaître dans la restauration. Enfin, du coup, c'est plutôt mon point de vue. Mais par contre, la digitalisation permet un petit peu de repenser la façon dont on peut proposer de la valeur et de la vraie valeur à nos clients et aussi à nos équipes, quoi. Très bien. Voilà. Et François Véricel, peut-être que sur la partie internationale, je sais que tu avais des éléments à apporter, un avis à nous donner là-dessus. Ouais, alors moi je pense qu'il y a effectivement un débat qui est toujours un petit peu compliqué, c'est de comparer des cultures différentes. On va prendre le cas le plus simple et le plus connu, hein, c'est entre les Américains et nous. On a une vision de la gastronomie qui est sans doute différente. Je parle de manière un petit peu générale, hein, voilà. Aujourd'hui, je pense qu'en France, notre culture de la gastronomie est vraiment importante et qu'on est attaché au service. On ne sait pas de ce de quoi demain sera fait. Mais pour l'instant, on a quand même si petit à petit, on se fait un petit peu grignoter, dans le bon sens du terme, pour moi, par la technologie. Donc, une composante qui arrive de plus en plus. On le voit avec les applications mobiles, sur lesquelles, en quelques clics, on peut commander. On le voit sur les bornes. On le voit sur pas mal d'exemples. Et aux États-Unis, est-ce que c'est qu'un effet waouh ou est-ce qu'ils sont, comme on le dit souvent, en avance sur nous? Je ne sais pas. Moi, des exemples, j'en ai plusieurs. On a effectivement, je pense que pas mal de gens ont dû suivre ce qui s'est passé ce week-end avec les annonces d'Elon Musk, que je salue. Avec je ne sais pas si vous avez vu les vidéos des Optimus. Ce sont, comme dans les films de science-fiction, hein, des robots humanoïdes qui servent des margaritas à tous les bras et qui ont des intonations de voix assez bluffantes, qui font ressentir un petit peu que on n'est pas dans quelque chose. Alors ça reste quelque chose un peu effet waouh, bien que les annonces font ce qui est annoncé, c'est accessible dans 2 ans, accessible entre 20 et 30 000 euros. Donc on commence, mine de rien, à se rapprocher à des choses, je ne veux pas dire grand public, mais touchables. On n'est plus sur des 500 000 euros, sur des choses comme ça, sur la techno. Donc c'est des choses qui, mine de rien, existent. On a d'autres cas de figure. Moi, je pense à Happy Cashier à New York, qui permet dans pas mal de restaurants d'être accueilli par une borne, mais cette borne n'est pas complètement digitale. Il y a une personne en fait qu'on voit en visio qui se trouve à 13 000 ou 16 000 km aux Philippines et qui prend la commande et ça part directement en cuisine et la personne est servie au bout de quelques minutes. Tout ça évidemment pour une question de rentabilité d'un employé qui est payé 3 € de l'heure aux Philippines et ça, voilà. Donc après, il y a ces sujets-là qui existent. Est-ce que demain ça sera chez nous? Je ne sais pas. Après, pour un peu les actualités, on a eu une expérience avec Pazzi. Hein, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Oui, complètement. Pazzi, sur le papier, effectivement, et quand ça nous a été présenté, je trouvais que c'était plutôt, sur le papier en tout cas, être un vrai pas de côté et une vraie évolution. Pour quelles raisons Pazzi n'a pas réussi à percer sur la France? Je ne sais pas s'il y a des personnes dans l'audience qui ont la réponse. En tout cas, moi, mes informations me font savoir, comme on dit, Radio Tam Tam me fait savoir que Pazzi est en train, pour le coup, par contre, de partir sur d'autres marchés et est en train de percer sur d'autres marchés européens. Il faut le savoir. Principalement et assez bizarrement, l'Italie est en train de bien percer avec Pazzi. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a sûrement un marché, mais c'est comme le système, hein, quand on est trop tôt, ça ne marche pas. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Il faut être dans le bon tempo. Et c'est une des vraies complexités aussi de nos métiers et aussi de la tech. Donc, la tech, comme disait tout à l'heure François,
il faut qu'elle soit bien appréhendée, bien détricotée pour savoir est-ce qu'on est dans le bon timing et surtout la tech, est-ce qu'elle est pertinente? Parce qu'on voit sur le marché aussi des jeunes entreprises qui se lancent, qui ont une capacité marketing commerciale de nous expliquer que c'est l'Eldorado avec un coût de setup et un coût de mensualisation avec des engagements de 12, 24, 36 mois et même des demandes d'acompte assez considérables. Méfiez-vous, hein, méfiez-vous parce que comme dans tous les marchés, il y a des trucs qui sur le papier sont assez excitants, mais c'est bullshit. Donc faites attention quand même, renseignez-vous, n'hésitez pas à demander des références, j'insiste, hein, là c'est vraiment une expérience métier, hein, mais malheureusement on en voit tous les jours qui sont engagés, qui ne peuvent pas se désengager et pour qui ça coûte cher. Donc la tech, oui, mais prenez le temps de la réflexion, abordez les restaurateurs, posez-leur les questions avant d'engager quoi que ce soit. Complètement. Ce que j'entends aussi, c'est que en France, on a quand même une restauration qui a double vitesse. C'est vrai que pour avoir fait, moi, pour avoir échangé avec beaucoup de restaurateurs, certains voulaient presque lancer un concept full digitalisé avec des robots serveurs pour justement avoir cette sorte de faire venir. Mais après, voilà, est-ce que c'est un faire venir pour une clientèle française qui finalement ne reviendra pas forcément, ou également des restaurateurs qui eux-mêmes mettront en place un pad pour enregistrer la commande du client, c'est un mur entre le client et le serveur. Donc, on a vraiment cette restauration à double vitesse, ce qui mène à penser l'ère du temps. Quels sont les trends que tu identifies, toi, beaucoup, Jérémy, étant donné que tu échanges avec beaucoup de restaurateurs? Quelle est leur préoccupation aujourd'hui principale sur la partie digitale? Les préoccupations, c'est en fait d'être un peu baigné, un peu noyé dans un grand océan sur lequel finalement on n'arrive pas forcément à défricher, à comprendre ce qui est vraiment pertinent et utile sur une démarche progressive. Quand je dis démarche progressive, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, et il y a aussi une appréciation de montée en puissance et de croissance du réseau. Des outils de pilotage sont nécessaires et on peut les accompagner par étapes. Moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est surtout il y a des leaders sur le marché incontestables et sur lequel aujourd'hui, ça facilite vraiment notre travail. Moi, je suis assez dans nos observations. Je ne sais pas si la borne va avoir une grande espérance de vie. Je suis sceptique. Je suis vraiment sceptique parce que la borne, certes, on a suivi le tempo et le trend de McDo, parce qu'il ne faut quand même pas oublier ici que la borne, hein, c'est quand même McDo qui a mis ça dans l'univers et qui a fait comprendre aux consommateurs et aux Français que c'était un nouveau cycle, un nouveau mode de consommation, de commande, de prise de commande. Souvenez-vous, quand ils ont mis ça en place, tout le monde était très choqué, ne comprenait pas, a dit non, mais moi, il faut absolument retrouver le comptoir. Et le comptoir, il n'y en a plus qu'un. Et c'est généralement pour accès PMR et encore pas toujours parce que les bornes sont PMR. Pour autant, sachez quand même que McDo est déjà en train sur certains, a déjà lancé d'enlever les bornes. Donc, sur certains marchés, on n'a plus de bornes dans les McDo et on vient sur une expérience où en fait, votre borne, c'est votre téléphone. Donc, est-ce que ça va arriver chez nous? Est-ce que ça va être en place chez nous? Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a des restaurateurs dans certains projets qui me disent la borne, je veux sûrement pas en entendre parler. Le QR code me convient bien. La prise de commande sur laquelle j'ai une queue a pu en finir devant le restaurant parce que 2, 3, 4 bornes ne suffisent pas. Je suis allé chez Amorino il y a 2 jours, 5 bornes et ils sont en train d'installer 2 autres supplémentaires, 7 bornes. Imaginez, on est vraiment tous en randonnion et sur lequel derrière ça déborde sur la route. Ça crée d'autres opportunités, d'autres problématiques. Je suis sceptique, je ne sais pas si les personnes, les 2 François qui sont dans ce call, quel est leur avis? La borne, oui, pour combien de temps? Je n'en sais rien. Ouais, moi, je suis en ligne avec toi. C'est une bonne question, parce que… Ouais. Pour moi, il n'y a pas de oui ou non, même si la borne, pour moi, si je devais choisir, ça serait non, par rapport à une vision moyen-long terme, mais pas que. Je pense que c'est aussi une question
c'est aussi une question de type de business et d'expérience client voulue dans le magasin. Nous, on est en train de décliner. Par exemple, nous, on a une vision plutôt pas trop pour les bornes, puisque ça a un peu une connotation, effectivement, un peu McDo, etc. Et nous, c'est important pour nous qu'il y ait de l'expérience client, donc qui est de l'humain, tout ça. Malgré tout, François, je trouve aussi a raison, puisque c'est de la vente, et il y a potentiellement de la vente additionnelle facile. J'ai envie de dire, c'est même statistique, ça existe. Nous, on aimerait que dans nos succursales, que 100% de nos employés demandent à chaque fois, tel un bon restaurateur quand on va manger dans nos auberges, vous prenez quoi comme pâtisserie, vous prenez quoi, est-ce que vous prenez un spritz, est-ce que vous, etc. Et la borne fait ce travail-là, entre guillemets, enfin, fait une partie de ce travail-là de manière automatique. Alors que de l'autre côté, c'est plus du management, c'est plus de l'humain, c'est quelque chose qu'il faut venir. Donc, moi, je suis un petit peu mitigé. On a deux concepts aujourd'hui chez Pizza Cosy, une partie vraiment restaurant, place assise, service, et une partie qu'on est en train de tourner en takeaway, où là, peut-être, on réfléchit malgré tout à de la borne ou, comme tu dis, de l'application mobile. Enfin, vraiment, aujourd'hui, on a tous une borne dans la poche. Moi, je suis assez d'accord avec cette vision. Tout le monde sait l'utiliser. J'ai vu dans le chat qu'on parlait de ne pas abandonner les anciens. Nous, on a une clientèle qui est vraiment très large, de la famille au cadre, aux personnes plus anciennes. Il ne faut pas les oublier, et ça, c'est certain. C'est pour ça qu'on fait encore du téléphone, on est encore dans cet humain-là très important. Malgré tout, aujourd'hui, alors je ne vais pas dire que Mamie Huguette à 80 ans fait des commandes sur Amazon, mais aujourd'hui, ça se démocratise quand même de plus en plus. Et là, pour le coup, il y a une vraie expertise à mettre sur la partie UX, sur la partie facilité de navigation. Aujourd'hui, il y a trop de systèmes de bornes qui sont mal faits. Nous, on ne comprend pas où est-ce qu'il faut cliquer. Même moi, qui, je pense, est plutôt à l'aise, des fois, on arrive même à se perdre. Je ne sais pas toi, François, de ton côté, mais il faut vraiment que l'interface soit ultra optimisée pour qu'elle soit efficace. Et des fois, c'est un sujet. Et du coup, pour juste peut-être rebondir sur le sujet borne, mais je pense que François, tu as répondu aussi, c'est qu'à mon avis, la borne, ça dépend du type de business qu'on a envie et de l'expérience qu'on a envie de donner à notre restaurant. Nous, c'est vrai que chez BioBurger, on est plutôt fast-food, on a besoin de faire du volume, on veut servir rapidement nos clients, etc. Et du coup, effectivement, la borne, ça s'y prête bien. Après, je peux comprendre effectivement qu'il y a d'autres... tout dépend en fait de l'expérience qu'on a envie de donner dans notre resto. Et pour aller un peu plus loin aussi sur ce sujet du coup de la commande sur mobile et du fait que peut-être que les bornes vont disparaître, moi je dirais qu'on a quand même, je pense, encore un peu de temps, encore enfin en France, hein, du moins peut-être, à utiliser les bornes. Ça continue à se généraliser. Franchement, vous allez partout maintenant. C'est vraiment, vous prenez un ticket de métro, c'est la borne. Prenez un ticket de train, c'est la borne, etc. Enfin, c'est quand même ultra généralisé. Ça devient un vrai usage que les gens ont l'habitude d'utiliser. Moi, j'étais là en déploiement des bornes. Le parcours client, il n'était pas encore live sur les bornes. On était en train de finir de les installer. Les gens, ils venaient taper sur les écrans. C'était assez bluffant, comme on sentait une vraie éducation. Et du coup, je la nuance pour le coup avec la commande sur le téléphone. Où oui, moi, je suis convaincu qu'il y a quelque chose et qu'il faudrait qu'on arrive à implémenter un peu cet usage. Je pense qu'on est au début et je pense que ça prendra encore un peu de temps. On avait pas mal de QR codes dans les restos, etc. Ça a quand même commencé à disparaître au profit des cartes papier, hein, malgré tout. Bien que je ne suis pas forcément... moi, je suis plus à l'aise avec le QR code, je suis plus à l'aise avec tout ce qui est digital. On sent quand même parfois des retours en arrière sur ce truc-là. Et l'exemple intéressant, alors là, je lance un truc un peu comme ça, mais je ne sais pas si vous aviez vu Burger King qui a lancé justement son programme qu'ils appellent le King Table, qui est justement la commande sur mobile. Bon, aujourd'hui, pour l'utiliser, il propose, si tu commandes sur mobile, tu as un café offert, tu as un dessert. Ça montre bien qu'il y a une politique incitative et que c'est aujourd'hui pas forcément un usage quand même et à une habitude dans la tête des clients. Et moi, c'est juste un peu le point que je donne aujourd'hui. Je pense que la borne, quand même, est devenue une vraie habitude, un vrai usage.
alors que des nouveautés, des nouvelles technologies et donc via la commande par téléphone vont peut-être, enfin ça va arriver, je pense qu'on va y venir, mais ça demande un peu de temps et d'éducation surtout. Moi, j'ai juste un dernier mot et après on peut passer à un autre sujet parce qu'il y a pas mal de petits sujets qui sont hyper intéressants. Beaucoup de sujets. Juste à titre indicatif, parce qu'on avait fait une étude avec une enseigne que je ne citerai pas, la borne, c'est plus 1,20 € de tickets moyens supplémentaires par transaction. C'est ça. 1,20 €. Je ne sais pas si c'est à peu près le trend que tu as, François, mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est un indicateur qui est peut-être assez intéressant pour les personnes qui nous écoutent, 1,20 €. Par contre, on le voit, nos CAPEX, donc les CAPEX, c'est les coûts d'investissement pour ouvrir des restaurants, sont de plus en plus élevés. On est vraiment dans un domaine sur lequel on doit bien maîtriser nos coûts d'investissement, VS, nos ROI. Et à aujourd'hui, une borne, même s'il y a eu des évolutions significatives des prix, de la compétitivité, ça reste quand même assez onéreux. Et tout ça mis dans le CAPEX, on est en train aussi de chercher des lignes d'optimisation. Et c'est en ça où je pense qu'avec les augmentations de loyer, les emplacements numéro 1 sont chers, les coûts de construction sont chers, la masse salariale est chère, la matière première est chère, on est en train de regarder à des coupes. Et c'est en ça où je dis la borne, peut-être, viendra une de certaines de coupes. Et voilà, c'est un constat pour faire alimenter ce webinaire. Et c'est vrai que nous, beaucoup d'enseignes clientes voient la borne comme un moyen de justement laisser l'humain, laisser plus de place à l'humain pour du conseil et de l'accompagnement client, comme tu le disais au début, François Auger. Il y a eu une super question de Benjamin qui nous dit et quid de la disparition de l'humain en cuisine. En effet, là, on parle vraiment, et le digital, ça mène toujours, voire presque systématiquement à la question du parcours de commande, du parcours client. Mais en fait, c'est énormément de dimensions de votre métier de restaurateur. Peut-être qu'on peut parler justement de la production. François Véricel, vous êtes beaucoup dans dans la mise en avant de la production de vos pizzas. C'est ouvert à votre clientèle. Ils peuvent voir la production en live. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça peut garantir que mettre en place, par exemple, de l'intelligence artificielle ou autre dans la création des menus, ça peut, entre guillemets, anéantir la créativité culinaire? Aujourd'hui, je vais être clair là-dessus. Aujourd'hui, c'est pas possible. Je vais être, voilà. Aujourd'hui, c'est pas possible. À la marge, le 0,0001%, on va dire qu'un robot a des exemples, je peux vous en citer, où effectivement, on a la recette qui est parfaite et le robot va dupliquer exactement. Il y aura exactement le même grammage, vous aurez exactement la même pizza, etc. Ça existe. Mais je suis désolé de boucler là-dessus, mais il y aura. Je vais revenir sur ce que dit Jérémy. Pour rentabiliser ça, aujourd'hui, ce n'est pas accessible. D'une part, c'est clairement pas accessible. On a vu arriver des choses un peu plus basiques. Par exemple, je pense à la pharmacie, où de plus en plus, vous voyez dans les pharmacies des robots qui vont chercher vos médicaments dans des salles et qui vous distribuent etc. pour gagner du temps. Ça coûte déjà des centaines de milliers d'euros et c'est des choses qui sont assez basiques, hein, qui vont se déplacer, récupérer un paquet, le mettre dans un endroit. Là, on parle de production culinaire. Donc là, c'est juste de production. Après, pour ce qui est de la conception, j'aime à croire qu'en France, on a une créativité culinaire. On voit nos grands chefs qui n'est pas duplicable. Après, on a pu voir dans le passé des robots, avec le temps, battre les plus grands maîtres d'échecs au fil du temps. Donc avec l'avancée de l'IA, pourquoi pas? L'IA reste pour moi un très bon assistant et aujourd'hui, on l'utilise dans pas mal de choses. Mais clairement, je pense que les métiers, au contraire, je pense que les métiers du service seront peut-être les derniers qui demandent un peu de créativité, les derniers métiers touchés par le remplacement, par un peu la robotisation, etc. Des métiers qui demandent un peu de complexité et de savoir-faire, heureusement. Ouais, après, pour répondre un peu et pour rebondir sur le point de Benjamin, on peut le voir, hein, on a quand même on a de l'industrialisation et de la semi-industrialisation
au service des restaurateurs. Et ça, pour le coup, ça nous fait tous gagner énormément de temps. Je pense à des décontaminations de végétaux, des taillages, des choses sur lesquelles, typiquement, si on devait mettre du personnel en cuisine, ça coûterait cher. Donc ça, on a vraiment une vraie évolution là-dessus. De là, alors moi, je suis un pur produit de la restauration, donc, et pour avoir travaillé aux côtés de grands chefs, je ne crois pas au fait qu'on n'aura plus nos cuisiniers derrière. Quand je dis nos cuisiniers, c'est ce qui apporte quand même un petit peu l'âme de nos restaurants. Moi, j'accepte d'entendre, je ne veux pas passer pour le vieux singe, mais j'accepte d'entendre que la tech, tout nous facilite le métier et effectivement, et on s'en sert. Par contre, je pense que de là à ce qu'on n'ait plus de personnes en cuisine et que tout se fasse seul, là, je pense que là, on est vraiment dans une autre ère. Même si j'ai vu tout à l'heure, il y a eu un commentaire concernant Cala. Cala fait partie, je dirais, des sujets qui sont vraiment observés et tout le monde a monitoré ce que fait Cala. Je trouve qu'ils font des choses qui sont quand même assez incroyables. Moi, à titre perso, je n'ai pas eu l'occasion encore de vivre l'expérience et de déguster. En tout cas, ils affichent des scores qui semblent assez incroyables. Après, voilà, faut voir ça de manière un petit peu plus concrète. Moi, je ne les connais pas suffisamment pour avoir un avis objectif. Donc, je passe mon tour, en tout cas, sur le sujet Cala. Oui, je vais me faire un peu l'avocat du diable et rebondir aussi sur pas mal de commentaires qu'il y a dans le chat. C'est vrai qu'en fait, on voit quand même beaucoup de robots serveurs qui émergent, que ce soit dans les salons ou sur certaines vidéos, on voit justement des robots serveurs qui sont en restaurant ou de même des intelligences artificielles qui éditent de A à Z des menus pour des restaurants. Vous, c'est des choses, François Auger ou François Véricel, vous ne laisseriez jamais entrer ce genre de système au sein de vos réseaux? Des robots serveurs, tu veux dire? Ouais. Ouais, je sais pas. En tout cas, bon, il faut jamais dire jamais, mais c'est vrai que étant sur un marché français, etc., moi je pense quand même que les Français tiennent à un certain service et pour rebondir même sur les humains en cuisine, etc., je pense que voilà, nous, on n'est pas forcément prêts à se passer des humains sur ces postes aussi clés et importants, d'autant plus quand on s'adresse à des Français et vu le pays de la gastronomie qu'on a. Peut-être que pour d'autres marchés étrangers pour lesquels effectivement aller au restaurant, se restaurer, c'est moins un art et c'est plus juste manger. Ça peut s'adresser, mais en tout cas, nous, de notre côté, ouais, c'est pas. C'est peut-être pas, enfin, c'est pas cette vision-là, en tout cas, sur ces postes-là qu'on a du service, quoi. Voilà. Moi, je pense que c'est un peu tôt. Pardon. Je pense que c'est un petit peu C'est un tôt. peu tôt. Ouais, je pense que des choses existent pour les effets waouh. C'est-à-dire que moi, je conçois tout à fait un robot serveur tel qu'on les connaît aujourd'hui, les robots plateaux qui se baladent et qui peuvent peut-être aider à ramasser. C'est plus rigolo, c'est plus pour les enfants ou pour un petit peu l'effet waouh ponctuellement. Moi, c'est comme ça que je l'imagine. Pour l'IA et la création des menus, une fois de plus, moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien tant que c'est une aide, tant que c'est un assistant, donc c'est-à-dire qu'il y a sur des le choses côté à aide. prendre. Je pense qu'il ne faut pas aller contre ça. Dans tous les cas, en tout cas, on peut pas aller contre ça. Ça, c'est une réalité. Donc, autant s'en servir habilement et après le mettre un petit peu à sa main, le remodeler. Je pense pas qu'il faille être vent debout, être un réfractaire. Il faut être vigilant. Il faut pas tout laisser faire par ça. On le voit aux États-Unis, je me souviens plus le nom de la chaîne qui avait testé les bornes complètement automatiques. C'est-à-dire que la commande était faite à la voix, 100%, et il y avait tout un traitement derrière. Ça a été complètement abandonné par une grosse chaîne. Ça a été complètement abandonné. Alors que c'est quelque chose qui, comme ça, ne paraît pas hyper compliqué. Donc, malgré tout, je pense qu'aujourd'hui encore, l'oreille humaine, la sensation humaine, le fait de ressentir ce que le client veut, même si c'est difficilement perceptible et explicable, je pense qu'il y a ce côté de l'humain qui est important. Pour moi, toute cette partie IA, cette partie digitalisation de la prod,
il faut que ça soit une aide à la visée. Il faut que ça soit une aide, aujourd'hui, une aide à la décision. Il faut s'appuyer sur tout ça pour faire performer le business. Donc là, il y a beaucoup de Complètement. choses à faire. Et prendre les bons Ok. outils. Il faut prendre les bons outils. Mais pas mettre Ok, de parce l'IA, que l'argument, l'IA. l'argument de ces entreprises qui justement créent des robots serveurs, c'est justement aller contrer le problème de la pénurie de main-d'œuvre, de la difficulté à recruter en restauration. Ça, c'est un argument qui quand même se tient, non, Jérémy? Oui, alors après, ces robots, on les connaît. Moi, j'ai eu l'occasion de les faire travailler sur quelques événements. C'est principalement de l'aide pour le métier de ce qu'on appelle runner. Parce qu'effectivement, c'est un métier qui est physique, c'est un métier qui est dur. Tous les jours, faire beaucoup de services avec du port de plateau et autres. Donc, c'est vraiment une aide au service. En tout cas, moi, je le considère comme ça et je le vois comme ça. De là à substituer dans certains établissements le serveur par le robot. Moi, je vois plutôt ça à mon niveau comme quelque chose plutôt d'amusement. Je m'explique, c'est plutôt le show. En tout cas, il est perçu comme ça, c'est le sentiment que j'en ai, il est perçu. Ça donne un avis à quelque chose d'un petit peu mémorable. On dit, tiens, c'était drôle, s'il y a des enfants, alors là, on les a conquis. Moi, pour l'instant, je ne suis pas conquis à me faire servir par un robot qui fait 80 cm de haut et qui généralement est toute sale parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le passer ou il y a un plateau qui a coulé. Ça, moi, pour l'instant, je ne suis pas OK avec ça. Par contre, que ça soit une aide et un vrai support au runner, oui, parce que je l'ai vu pratiquer et je trouvais que c'était très malin. Et je pense que c'est plutôt bienvenu et ça vient combler un petit peu la manque de main-d'œuvre qu'on peut observer dans certains établissements et se concentrer peut-être à améliorer la rémunération des serveurs, des maîtres d'hôtel à qui on demande une vraie technicité. Et je voyais passer dernièrement quelques posts et je trouvais que c'était assez malin, la stimulation du pourboire, mais surtout au pourcentage. Moi, j'y suis assez favorable. Donc, ça, c'est un truc qui serait intéressant, en tout cas, de mêler l'apport d'expertise, garder et conserver nos collaborateurs les bons et de leur apporter de l'assistance. Oui. Très bien, merci. Pour revenir sur l'intelligence artificielle, il y a des éléments qu'on n'a pas forcément abordés. C'est plutôt sur tout ce qui est gestion d'un réseau, tout ce qui est formation, par exemple, tout ce qui est gestion de stock. Est-ce que François Auger, François Véricel, vous avez mis en place l'intelligence artificielle pour ce genre de projet, pour la gestion justement de vos franchisés et la facilité, ou est-ce que c'est un projet que vous avez aujourd'hui? Nous, on est encore au début de ça, mais on s'y intéresse très fortement. Je pense que pour avoir un peu entendu certaines pistes, on est à peu près d'accord aussi peut-être là-dessus, c'est que l'on le voit vraiment comme une aide et pas comme un remplacement de quoi que ce soit, c'est vraiment un plus. Sur le côté utilisation de l'IA, nous, on s'en sert pas mal pour nos cartes. Ça nous aide à traduire les cartes en multilangue de façon très rapide. Et ça, c'est une vraie utilisation qu'on a. On change de carte 4 fois par an chez BioBurger. On y a vraiment vu un intérêt en gain de temps et en plus pour un truc à faible valeur ajoutée, puisqu'avant, c'était vraiment du copier-coller basique, quoi. Donc ça, c'est plutôt intéressant sur cet aspect carte. Après, aujourd'hui, nous, dans la formation de nos franchisés, c'est pas quelque chose qu'on utilise, mais je peux y voir l'intérêt et je pense que voilà, peut-être que d'autres personnes ici ont des utilisations de l'IA sur d'autres. Enfin, vous avez sûrement d'autres exemples, quoi, je pense. Ouais, alors pour nous, du coup, effectivement, nous, on a mis le pied dedans. On a travaillé avec Fullsoon et Impulse. Aujourd'hui, on est chez deux super boîtes. On bosse aujourd'hui avec Impulse pour la partie inventaire et commande. Et entre guillemets, prédiction de commande. Donc, c'est là où l'IA intervient un petit peu. C'est de l'algorithmique très avancée où, par rapport à la météo, par rapport à ce qui a été fait l'année passée, par rapport à plein de choses, l'IA est capable de dire demain, vous allez faire 10 margaritas, 15 4 fromages, etc. Ça permet du coup de gérer notre stock de manière précise pour éviter aussi le gaspillage. Ça permet on utilise évidemment Devor aussi pour piloter, pour être précis sur potentiellement, on peut dire le mardi, à partir de 13h40, on sait qu'il y a beaucoup moins de clients. Donc, on peut aussi
agencer les plannings pour éviter de garder quelqu'un à tourner en rond. Donc voilà, il y a tout ce schéma sur lequel on travaille fort. Malgré tout, tout ça ce ne sont pas des solutions magiques. C'est-à-dire que il y a en input systématiquement de l'humain. Et si la donnée d'entrée est mal renseignée, on peut faire toutes les moulinettes qu'on veut, en sortie, ça ne sera pas bon. Donc aujourd'hui, ça apporte mine de rien, et il faut comprendre, de la lourdeur au process humain, puisqu'il y a de l'inventaire à faire très fréquemment, pour voir les deltas qu'il y a, pour voir, il y a quand même de la donnée à saisir, ce qui apporte un peu des nouvelles tâches. D'un côté, effectivement, ça facilite le travail des restaurateurs, puisqu'ils ont de la data pour piloter finement leur activité, et nous, c'est notre rôle de franchiseur de les aider à piloter. Mais de l'autre côté, ils ont aussi la main à mettre à la pâte sur des sujets qui, hier, n'existaient pas pour eux, ou étaient très lointains, et aujourd'hui, voilà. Et quand on a un réseau qui est un peu grand, qui commence à grandir comme le nôtre, on a une population qui est hétérogène, et certains qui ont cette appétence pour faire ce genre de choses, et d'autres qui sont des pilotes de l'entreprise et pour qui c'est compliqué. Donc on utilise l'IA pour le business. On utilise aussi en interne, nous au siège, de plus en plus avec des solutions comme Copilot de Microsoft, où par exemple aujourd'hui on fait plus de compte rendu, on prend plus de notes lors de nos points. L'IA enregistre tout ce qu'on fait, nous fait nos comptes rendus, nous donne nos points, etc. Donc à chaque fois on retouche un petit peu parce que c'est forcément perfectible. Et nous, c'est des aides conséquentes. Les nombres de réunions qu'on faisait avant, et on se disait, mais qu'est-ce qu'on s'était dit la dernière fois? Alors attends, voilà, tout ça maintenant traduit. On arrive au milieu d'une réunion, des fois un petit peu en retard. On sait ce qui a été dit et on peut reprendre tout ça au vol. Donc, malgré tout, il y a des choses qui sont ultra bénéfiques avec l'IA, qui nous aident vraiment à faire gagner du temps au quotidien. Là, je parle plus du côté franchiseur, mais aussi du côté franchisé, du côté opérationnel. Beaucoup, c'est des aides à la décision qui sont vraiment formidables. Et donc, j'imagine que ce gain de temps vous permet aussi peut-être une économie sur les recrutements, étant donné qu'on parle justement de la disparition de l'humain. Est-ce que vous pensez que là où il y a une solution digitale qui a été mise en place, en fait, à côté, ça vous économise 3 personnes? Non, alors je pourrais pas du tout le quantifier, mais effectivement, il y a ce sujet qui existe, hein, on peut dire ce qu'on veut, mais ce sujet existe. Un peu comme la borne pour François Auger, où au lieu d'avoir 2 personnes, il y a aussi ce côté, je pense, ce côté RH qui est non négligeable. Aujourd'hui, c'est un vrai coup. L'idée, c'est que les personnes présentes se concentrent sur les bons sujets. Aujourd'hui, on peut dire, par exemple, on a vu par rapport au planning, par rapport à toutes les datas qu'on a compilées, et ben, qu'il y a potentiellement une personne de trop, une demi-personne de trop, ou alors qui fait cette tâche et on peut l'affilier à une tâche, vraiment gagner sur l'efficacité. Et ça, c'est ultra pertinent. On utilise nous aussi Combo. Donc on mêle un petit peu tout. Toujours on construit, on est dans la veille systématique, mais voilà, on gère on met toutes ces datas au service du business, où avant il y avait une grosse déperdition. Aujourd'hui, on peut avoir des indicateurs de plus en plus fins. Pour compléter un petit peu de l'expérience du côté plus Food Mood, alors on a un métier qui est hyper complémentaire, mais sur lequel nous on vient également en apport d'expertise. Moi, je vois aujourd'hui, on fait un peu d'international, nous, et c'est un vrai outil et un vrai facilitateur sur le travail des équipes et des consultants chez nous. Il y a une solution où je sais que François il est aussi sensible, François de chez Cozy. C'est la solution Lipit. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'est un petit génie qui s'appelle Antoine qui a fait ça et sur lequel moi je travaille beaucoup avec cette solution. C'est notre capacité de traduire en toutes les langues avec une photo, une vidéo de vous. On parle et il y a l'IA qui enregistre justement les mouvements de lèvres, les mouvements faciaux. C'est assez bluffant. Et moi, je me suis vu, sans le vouloir, depuis Paris, faire des interventions sur la Corée où je parle coréen. Bah, croyez-moi, c'est surprenant la vitesse où j'ai appris le coréen. En tout cas, ça a vraiment un impact qui est assez incroyable parce que, en tout cas, dans notre business, la barrière de la langue, et je pense aussi à des enseignes, parce qu'on accompagne en France un certain nombre d'enseignes qui veulent partir à l'étranger, avec qui on a des contacts à l'étranger. Une des premières barrières, en tout cas, quand on trouve un partenaire, c'est la barrière de la langue.
Et la barrière de la langue, Mm. là aussi, ce sentiment, c'est très complexe parce qu'on parle business. Déjà en France, entre Français, c'est déjà compliqué de parler business. Sur des sessions, je ne vous en parle même pas. Alors, en parlant de ça à l'étranger, c'est encore un autre débat. Donc, il y a des vraies facilités et l'IPIT est aussi une solution qui va arriver, qui commence à arriver dans la formation chez nous, en France. Et je crois beaucoup à cette solution dans le sens où on est en train de faire quelques initiatives, en tout cas de préparer ça pour voir un petit peu comment ça peut se travailler. Donc, nous, on est très fan de ça. Et je vais faire le parallèle avec le métier plus de restaurateur. Moi, je suis assez convaincu et je suis en capacité, en tout cas, de l'argumenter. On fait voyager et on décolle, on fait partir des 380 depuis Charles de Gaulle, qui atterrissent et qui partent et qui atterrissent à New York sans l'intervention d'un pilote, voire juste de travail au joystick. Pour l'avoir vu, Mm. je ne comprendrais pas comment, c'est pas possible de pouvoir travailler les yeux fermés avec des outils performants, parce que je le vois dans les commentaires et je le suis tout à fait d'accord, ils sont de plus en plus performants parce qu'ils amagasinent aussi beaucoup d'historique et de réflexes et de précision dans les chiffres. Par contre, moi, je suis assez convaincu que prochainement, on n'aura peut-être plus besoin de travailler là-dessus et que tout se passera en automatique et on fera focus sur le front. Je suis assez convaincu de ça. Je suis plus convaincu que ça, que des robots qui vont nous faire à manger. Ok, hyper intéressant, merci. Donc, je vois le temps qui passe, il nous reste 8 minutes avant la fin de ce webinaire. Moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes tous plutôt d'accord sur le fait que l'humain dans la restauration est super important, que l'humain ne peut pas être substitué à l'art culinaire. Peut-être que vous souhaitez conclure sur quelques mots, donc pour revenir à cette place de l'humain dans la restauration et dans votre activité. François Auger. Ouais, là-dessus, c'est un peu ce que je commençais aussi à dire en préambule et je redirai peut-être ça pour terminer, c'est que je pense qu'il faut qu'on utilise les nouvelles technologies et même et notamment du coup les logiciels, l'IA, etc., là où ça a de la vraie valeur et voilà, et l'utilisation de ces outils-là nous permet vraiment de se concentrer sur le cœur de notre métier et nous permet, je pense, et va nous permettre du coup de continuer à nous améliorer sur tout un tas d'items comme la qualité de service, l'accueil client, la meilleure rentabilité possible, voilà, le peu de pertes. Enfin, voilà, pour moi, le digital nous aide, nous accompagne. Par contre, une disparition de l'humain dans la restauration, pour moi, ça restera compliqué quand même. Et justement, on sera toujours là pour driver un peu ces machines, pour leur demander ce qu'on a envie, pour les faire progresser, en fait, presque, et pour les entraîner. Mais voilà, donc je terminerai du coup là-dessus. Voilà. Super, merci. François Véricel, peut-être quelques mots. Ouais, moi j'y crois. Je crois de plus en plus à la digitalisation de la société parce que c'est le sens de l'histoire, qu'on le veuille ou non. Donc j'y crois. Je pense qu'il faut le contrôler. Je pense quand même qu'il faut être vigilant sur tout ça. Je crois beaucoup en l'humain, mais aujourd'hui, il y a des tâches qui sont peut-être pénibles et qui peuvent être déportées. On voit, par exemple, je crois que c'est Amazon One aux États-Unis. Donc après, on rentrera dans un autre débat sur la partie éthique, bioéthique, etc. On voit par exemple que Amazon One permet le paiement via la paume de la main. Et on peut croire que c'est quelque chose qui est assez incroyable, mais Ingenico est en train de tester ça avec Carrefour à Paris. Donc c'était un petit peu repoussé, mais d'avoir des bornes de paiement, etc. C'est des choses qui paraissaient, on aurait parlé de ça il y a 1, 2, 3 ans. On aurait dit, ouais, d'accord, payer avec sa main, ouais, ok, bien sûr. Pourquoi pas comme dans les films, avec l'œil, tout ça. Aujourd'hui, ça arrive dans les carrefours en France. On va pouvoir payer avec sa main. Donc, je ne rentre pas dans le débat sur les questions de la CNIL et de la RGPD, etc. Mais moi, je suis fermé. Je dis pas jamais.
puisque tout ça va à une vitesse qui est dingue. On peut voir l'IA il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, l'évolution que cela a pris. C'était l'IA, on en parlait il y a 3 ans, c'était un truc de geek, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une part importante de la société qui sait ce que c'est que ChatGPT et même qui a testé l'application gratuite, tout ça. Tout ça va super vite. On voit des robots d'Elon Musk qui sont à 20-30 000 euros aujourd'hui. Bref, tout ça mis bout à bout me donne une vision à moyen terme où je me dis, attention, ça peut aller très très vite. Donc, Oui. aujourd'hui, non. Mais demain, regardons ça de près. Oui, ils sont même réunis pour essayer de réguler ça à la suite des images qui ont pu être diffusées. Donc, en effet, il y a un potentiel de perte de contrôle. Et donc, Jérémy, si tu veux conclure sur un potentiel futur dystopique de la restauration. Alors, vers la disparition de l'humain dans la restauration, non. Lâcher prise avec l'IA, la tech, oui. En tout cas, je pense que la restauration, notre métier, notre beau métier de la restauration, a encore de belles années devant elle avec la présence de l'humain qui tient tout ça. J'en suis assez convaincu. Je pense qu'il y a d'autres services et d'autres activités où, pour le coup, je ne tiendrai pas le même discours parce que, pour le coup, il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer dans d'autres industries. Dans notre métier, non, j'y crois pas. On m'appelle en même temps. C'est bon, vous m'entendez? Donc, dans notre métier, Oui. dans notre métier, non. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, moi, je continue à former, à croire en l'homme parce qu'on fait de la formation tous les jours et on a vraiment de l'expertise et cette chance d'avoir une belle expertise en France, de beaux métiers en France et international. Donc, non, je maintiens que je ne veux pas de disparition de l'homme dans la restauration. Yes, on est toujours là. Il y avait une question, avant que vous parliez de vos actualités, il y avait une question de David au moment où on parlait de la transition digitale de Pizza Cosy, qui était comment choisir les bonnes applis. François Véricel, peut-être que tu peux nous dire un ou deux mots en 1 minute là-dessus. Allez, ok, je vais synthétiser. En fait, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse puisque alors, on peut se baser sur les références de la société, comme disait Jérémy. Le problème, c'est qu'une société peut aussi, c'est un peu comme la boîte de nuit, il faut bien rentrer une première fois, donc il faut bien arriver à décoller. Je pense qu'il faut faire appel un petit peu à des spécialistes comme justement comme Jérémy, comme des sociétés qui connaissent un petit peu l'ensemble de ces environnements, les faiseurs, tous ces écosystèmes. Chaque écosystème est vraiment différent. Donc, c'est compliqué. C'est un vrai métier. Moi, c'est mon métier au quotidien de découper tout ça. Donc, c'est vraiment… faisons attention au discours parce que c'est souvent très beau et marketingement, il y a des sociétés qui sont très, 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 très fortes. Faut voir ce qu'il y a sous le capot et pour ça, il faut de l'expertise. Ou alors, nous, ce qu'on fait, généralement, la méthode qu'on utilise, c'est de prendre des solutions. Si les personnes veulent vraiment travailler avec nous, eh ben, ils nous la font tester 1 mois, 2 mois, et on teste dans un restaurant test, dans un petit labo. Et si jamais ça convient, nous, on essaye et on éprouve. Et si c'est OK pour nous, c'est une garantie supplémentaire. Et là, on peut se taper dans la main et négocier. Super, merci beaucoup. Il nous reste 1 minute. Est-ce que vous avez des petites actus à nous partager que vous auriez aimé faire connaître? Bon, on se lance. François, Jérémy. Non, les actualités, c'est qu'aujourd'hui, Foodmood continue à se positionner comme l'acteur incontournable de la restauration en France pour accompagner les jeunes réseaux dans la franchise. C'est un métier passionnant, il y a des belles opportunités. Faites-vous bien conseiller. Si ce n'est pas par Foodmood, c'est par quelqu'un d'autre, mais faites-vous bien conseiller. En tout cas, il y a de très belles opportunités, il y a encore de belles choses à faire. Les investisseurs sont présents, il y a des candidats à la franchise et le marché est très dynamique en France et international. Donc, croyez en la restauration et croyez en l'humain. C'est clair. Yeah. Voilà. Tu m'as dit rapide, Sybille. Hein. Oui, c'était une très belle conclusion. François Auger, François Véricel, est-ce que vous avez des actus à partager ou… Ouais, nous, très rapidement, BioBurger, c'est du coup un groupe de 27 restaurants aujourd'hui en France. On est spécialisé sur le fast-food 100% bio, donc 100% de nos produits sont issus de l'agriculture biologique.
80% français. On a ouvert 7 restaurants cette année. On continue à poursuivre notre développement sur les années qui arrivent, sur un rythme de 3 à 5 ouvertures à peu près. À la recherche de franchisés également pour nous rejoindre dans cette aventure. Voilà un petit peu pour les quelques mots sur BioBurger. Et bravo, des burgers qu'on ne peut que recommander. Top. Et François Vérissel, pour terminer? Pour terminer, du coup, nous, le Grand Feu, du coup, le groupe de Pizza Cosy, toujours en expansion, toujours en développement, avec plein de super projets, plein de projets au parallèle, accompagnés par Jérémy et d'autres pour essayer de toujours apporter ce qu'on sait faire, c'est-à-dire des produits de super qualité. C'est vraiment ce qui nous anime dans l'ensemble de nos entités et Pizza Cosy en particulier. Donc nous, on continue sur cette voie, c'est la voie qui fonctionne. Donc on croit en la qualité des produits et de l'humain, et aussi un petit peu de l'IA. Super. Et donc, c'est sur ces belles paroles qu'on termine ce webinaire. On croit donc tous en l'humain, mais au digital également. N'hésitez pas à contacter Jérémy, François Vérissel ou François Auger si vous avez des questions. Je pense qu'ils seront ouverts à vous répondre. Voilà, toujours. Et merci beaucoup, en tout cas, pour votre temps et votre écoute. Merci à tous. Merci Cyril. Merci à tous.